bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sarah Turine. Bonjour. Bonjour. Échevine écolo à Molenbeek, notamment jeunesse et cohésion sociale. Oui. Je voudrais revenir avec vous avec cet événement dont on a beaucoup parlé depuis jeudi. C'est cette petite fille de 2 ans, Mavda, tuée par balle lors d'une course-poursuite sur l'autoroute 42. Écolo a demandé la démission des ministres Yambon et Franken, responsables, selon l'écolo, avec leur politique de la chasse aux migrants. On est quelques jours plus tard. On n'a toujours pas tous les éléments de l'enquête. Est-ce que vous demandez toujours la démission de ces 2 ministres? Mais c'est un fait qui est d'abord tragique, évidemment, pour la famille. Perdre un enfant de 2 ans dans ces conditions, surtout après un long périple. On sait que cette famille est là depuis un certain temps déjà en Europe. C'est évidemment tout à fait tragique. Puis, ce qui s'est passé, c'est effectivement, il y a eu énormément de flou, des communications d'abord qui disculpaient totalement la police dans un premier temps. Et puis, effectivement, voilà, on sait que cette jeune fille est décédée par une balle perdue. Et donc, il est sûr que c'est évidemment lié à la situation actuelle où les frontières sont extrêmement fermées et où énormément de migrants n'ont pas d'autre choix que celle d'utiliser des voies avec des passeurs pour arriver à leur fin. Outre cela, il y a aussi une communication qui est parfois effectivement très très dure et qui a tendance à criminaliser les migrants et donc qui peut effectivement faire qu'on arrive à des situations où on chasse le migrant et on en arrive à une conséquence tout à fait dramatique. Mais si ce n'est pas plutôt on chasse les passeurs que les migrants? Parce qu'on a l'impression, en parlant de chasse aux migrants, c'est comme si c'était aux migrants qu'on en voulait, alors qu'ici, c'est plutôt face à une fausse plaque d'une voiture et donc face à des passeurs. Bien entendu. Ceci dit, après, l'enquête va devoir démontrer dans quelles conditions cette camionnette a été arrêtée. Mais au-delà de ça, les passeurs, ils sont là pourquoi? Parce que des migrants, des personnes qui, si à un moment donné, elles décident de quitter tout, de quitter leur pays pour rejoindre un ailleurs, c'est en général pour des questions de survie. Survie liée à une guerre, survie liée à des discriminations, survie peut-être parfois simplement économique, mais ces raisons-là ne sont pas acceptées actuellement puisqu'il y a très très peu de possibilités d'entrer en Europe. Et donc oui, on donne, c'est aussi l'Europe qui quelque part donne du boulot aux passeurs. Donc je pense que l'Europe doit vraiment se re-questionner sur la façon de voir la migration de manière générale et de se dire qu'à force de fermer totalement les frontières, nous créons nous-mêmes les voies illégales et notamment celles où les passeurs interviennent. Mais vous pensez qu'aujourd'hui un ministre écolo de l'Intérieur ou un secrétaire d'État écolo à l'asile pourrait faire mieux dans un contexte européen qui est on empêche les migrants de rentrer? Ce qui est sûr, c'est que je pense que nous n'aurions pas du tout eu la même politique de Theo Franken, non seulement la politique réelle, mais aussi sa communication. Parce que je l'ai dit, la responsabilité du gouvernement, c'est aussi la manière dont il communique sur les migrants. Et actuellement, ils ont une tendance forte à criminaliser les migrants. Alors, parlons de la Pride aussi, c'était ce week-end. Alors, vous avez certainement remarqué qu'il y avait beaucoup de politique à la Pride cette année. Il y avait le Premier ministre, Charles Michel. Il y avait aussi Elio Di Rupo. Ils ont serré les mains tous les deux. Il y avait aussi la NVA qui a fait scandale en défilant. Alors, quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. La première réaction, c'est « Il faut exprimer notre solidarité ». La deuxième, les élections approchent. La troisième, certains feraient mieux de ne pas y aller. Écolo est présent chaque année à la Pride. C'est un combat qui reste important. Donc j'opterai pour la première. Il faut effectivement marquer son soutien parce que l'homophobie reste un problème extrêmement important aujourd'hui. Il y a encore eu une agression hier et il y en a encore régulièrement des agressions dans le centre-ville, mais partout en Belgique. Donc il est important que les partis se mouillent, que tous les partis démocratiques se mouillent pour soutenir une démarche comme celle de la Pride. C'est plutôt positif. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est surtout très positif ce week-end, c'est le record de participation, puisqu'on a atteint 100 000 personnes, si je ne m'abuse, qui ont participé à cette marche. Ça veut dire que quand même, petit à petit, ce combat, qui au départ était un combat d'une petite minorité, est quand même partagé par une population assez importante. Et les partis doivent se mouiller, oui. Et c'est devenu aussi un cortège très festif. En plus, oui. Alors, passons à Molenbeek, puisque vous êtes échevine à Molenbeek. Cette semaine,
enfin plutôt la semaine dernière, Fox News s'était attaqué à Molenbeek avec une émission qui disait beaucoup de mal de Molenbeek. La bourgmestre s'en est émue, elle a décidé de porter plainte. Est-ce que vous la suivez là-dessus? Est-ce que le collège est derrière la bourgmestre? Évidemment, on est totalement solidaire sur l'action que la bourgmestre souhaitait entamer à l'égard de cette journaliste. Est-ce qu'elle mérite encore le nom de journaliste? Je vous renvoie la question parce que ce reportage était évidemment tout à fait scandaleux et absolument incorrect sur la situation actuelle. Heureusement, par rapport à ce Molenbeek bashing, il reste encore ça et là quelques journalistes ou faux journalistes qui tentent de faire un buzz sur le dos de Molenbeek, mais je dirais que, en tout cas, les médias belges et même l'opinion publique aujourd'hui reconnaît quand même plus de nuances dans la situation. Et je dirais même qu'on a pour l'instant une situation, même Molenbeek devient presque attractif. Il y a énormément de choses qui s'y passent organisées par la commune et les associations, mais aussi par des intervenants extérieurs qui viennent. Je pense notamment au niveau de la culture. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Il y a Recyclard qui va venir s'installer à Molenbeek. Et ce week-end encore, il y avait le festival Résonance, des étudiants en art qui, depuis 3 ans, avec des tout petits moyens, organisent un super festival en alliant des artistes professionnels et aussi des associations de quartier. Donc voilà, je dirais que le revers de la médaille du Molenbeek bashing, c'est que Molenbeek devient peut-être un exemple aussi à suivre grâce à toute une dynamique. Donc ça deviendra le Molenbeek hype, c'est ça? De Place to Be, peut-être, oui. Alors, de Place to Be, on ne sait pas si le quartier de la Gare de l'Ouest va devenir le Place to Be. C'est un des 10 grands projets de la région bruxelloise. Et pourtant, vous vous plaignez, ça n'avance pas, ce projet de cette friche de la Gare de l'Ouest, en cause les chemins de fer qui ont l'air d'un peu gagner du temps. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Mais donc, vous savez que la première participation, la première consultation des habitants, c'était en 2005. Donc, il y a 13 ans, il y avait déjà eu là, ça avait abouti à un schéma directeur donc, qui proposait un projet qui tenait la route, qui a été abandonné. La région a relancé toutes des études qui ont permis d'arriver à un projet qui est pas mal aujourd'hui, avec notamment un grand parc, des logements et des équipements collectifs. Mais ça n'avance pas. Il semblerait que ça coince avec la SNCB qui a l'air de jouer plus le spéculateur que le service public finalement. Et nous nous inquiétons aujourd'hui parce qu'effectivement le ministre-président va lancer une grande information et une consultation des habitants sur ces différents projets d'aménagement. Mais en même temps, consulter une énième fois les habitants, si on n'est pas sûr que ça avance, est-ce qu'on ne risque pas de décrédibiliser non seulement les processus de participation, mais aussi les projets? Les habitants, ils attendent depuis quand même longtemps que ça avance. Il était même prévu entre 2015 et 2018 que ce terrain s'ouvre petit à petit à la population par des projets temporaires. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Et il semblerait que ce soit la faute de négociations qui patinent entre la région et la SNCB. Pour être précis, le terrain appartient au chemin de fer. Tout à fait, tout à fait. Quand on dit Gare de l'Ouest, c'est parce que ça fait partie de tous ces terrains de la SNCB à Bruxelles. Voilà, et qui sont dans un état mais délabré, c'est devenu un réel dépotoir. Il y a plus de rats que de trains qui y passent pour l'instant. Et donc non seulement ils n'entretiennent pas ce terrain, ils le laissent vraiment à l'abandon et ils font patiner les négociations avec la région pour le vendre. Parce que quand même, sur ce terrain, il y a déjà, par contre, un projet qui déjà est sur les rails. Il y a eu une première pierre qui a été posée il y a quelques mois. C'est l'Infrabel Academy. Donc il y a quand même des choses dans ce cas-là. Oui, c'est parce que ce terrain-là appartient à Infrabel. Vous savez, la complexité de la Belgique va jusqu'à la SNCB, puisqu'ils ont différentes institutions. Donc la partie qui appartient à Infrabel, ça avance parce que c'est dans l'intérêt d'Infrabel, puisque c'est pour construire une académie qui permettra de former les futurs cheminots. Donc ce projet-là, qui est dans leur intérêt, ça avance. Les projets qui sont dans l'intérêt des habitants du quartier, ça n'avance pas des masses. Pourquoi les grands projets à Bruxelles prennent-ils autant de temps? Je pense vraiment que les questions institutionnelles, la complexité institutionnelle de notre pays rend très très difficile les grands projets parce que entre les propriétaires, entre les intérêts des différentes régions, l'État fédéral, quand on voit également l'importance de Belliris dans le financement des grands projets, il y a une telle complexité institutionnelle que Bruxelles finalement pâtit
de cette question institutionnelle qui était au départ dans un bien, enfin pour le bien de la démocratie, je dirais, mais finalement, les Bruxellois en payent le prix. Ça voudrait dire que ça donne raison à Zakia Khattabi quand elle dit qu'il faut repartir d'une feuille blanche et qu'il faut simplifier les choses à Bruxelles? Ça paraît évident qu'il faut simplifier les choses et surtout faire en sorte que les Bruxellois soient les maîtres des décisions qui se prennent au sein de la région bruxelloise. Et on sent que très souvent, on peut avoir des beaux projets à Bruxelles, mais on est bloqué, que ce soit par les autres régions, que ce soit par les communautés ou par l'État fédéral. Et ici, dans le cas de la gare de l'Ouest, quand vous dites la SNCB freine, on ne sait pas très bien qui freine à la SNCB, qui décide, qui a le pouvoir. Il semblerait que ce soit uniquement pour des questions de spéculation financière. Alors, pour Molenbeek, c'est important ce quartier-là, oui. Parce qu'un énorme parc, c'est quelque chose qui va donner un poumon vert énorme pour la commune. Oui, si on visualise où se trouve la gare de l'Ouest, c'est vraiment un lieu qui divise Molenbeek en deux. Et donc, le projet d'aménagement est très important parce que ce sont des quartiers très densément peuplés autour. Et donc, y avoir un parc, ce serait évidemment une très très bonne chose pour les habitants, mais aussi pour la qualité de l'environnement, la qualité de l'air. Mais ça permettrait également de mieux relier avec des passerelles les deux Molenbeek. Merci Sarah Turine. Demain, je recevrai Fadila Lanan. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.